Bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire durant lequel nous allons commenter le chiffre d'affaires trimestriel. Bonsoir à tous. Alors nous allons volontairement faire une présentation assez courte, comme ça vous aurez le temps de poser beaucoup de questions, nous l'espérons, sur l'onglet questions. Le chat, ça peut être utilisé pour se dire bonjour. L'onglet questions pour les questions. Donc nous avons les deux langues puisque nous avons le français et l'anglais. Donc Voilà. c'est exactement le même fonctionnement pour nos participants anglais, de langue anglaise. Voilà, et c'est Neil qui fait la traduction en simultané. C'est un humain qui fait la traduction en simultané. Quelques mots sur notre personnel. Donc vous voyez que la stabilité des effectifs du groupe se confirme. Nous n'avons pas changé les chiffres. Même si nous traversons une période difficile en termes d'activité de chiffre d'affaires, aucune décision de la part de nos filiales en ce qui concerne la masse salariale. Nous souhaitons au contraire rester prêts à redémarrer quand l'activité ira mieux. Un regard sur l'effet prix. Vous savez que c'est quelque chose que l'on regarde maintenant depuis plusieurs webinaires. Ça a commencé à l'Assemblée générale puisque cet effet prix a été tout à fait marquant depuis maintenant 4 ans. Donc vous voyez sur cette première diapositive l'effet prix sur l'année 2021 avec en orange ce 4,3% d'inflation, en gris taupe l'évolution du chiffre d'affaires et en bleu ou un bleu-gris, vous voyez l'évolution des volumes. Ça, c'était la situation en 2021 qui était une très belle année d'évolution de volume. Ensuite, en 2022, nous avons vécu une période inflationniste extrêmement forte. C'est tout à fait hors du commun pour le groupe Thermador d'avoir un tel niveau d'inflation, avec une réduction très très forte des volumes, qui ne s'est pas tellement vue sur le chiffre d'affaires du fait de l'inflation. Et dès 2023, vous voyez une réduction des volumes, compensée en grande partie par toujours l'effet prix. Quand vous faites la somme sur ces 3 années de l'effet prix, nous avons passé sur le marché plus de 22% de hausse de prix, ce qui est tout à fait considérable. Donc ça explique évidemment qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation inverse avec une baisse de prix de moins 2,6%. C'est ce que nous avons calculé après 9 mois d'activité et qui vient s'additionner à une baisse de volume de 11,5%. Ce qui fait que nous nous retrouvons avec une évolution de chiffre d'affaires à périmètre constant de moins 14,1%. Un regard sur l'activité de nos clients au travers de Coedis. Coedis est une organisation qui regroupe tous nos clients en grossistes en sanitaire chauffage. Et vous voyez que le mois de juillet était un petit peu meilleur, mais nous avions un nombre de jours supérieur sur le mois de juillet, ce qui explique cette stabilité du chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. En revanche, le mois d'août a été extrêmement mauvais. Donc on reste là pour nos clients dans une période difficile. Un regard sur les logements neufs en France. Donc ces logements neufs en France sont toujours dans une très très mauvaise situation, autant sur les dépôts de permis de construire qui sont très bas, puisque nous sommes environ à 350 000 dépôts de permis de construire en France. Il faudrait en théorie qu'on ait 450 000, 500 000 permis de construire pour pouvoir faire face à la demande en France. Vous voyez, on est largement en dessous de ce qui serait nécessaire. Et sur les mises en chantier, nous sommes clairement en dessous de 300 000 logements mis en chantier. C'est une situation nous n'avons pas vue depuis la crise financière. Et encore, durant cette fameuse crise financière, nous étions restés au plus bas à 330 000 logements mis en chantier par an. Donc vous voyez, c'est pire cette situation que pendant cette crise financière. Ensuite, un regard sur les grandes surfaces de bricolage au travers de INOA, qui regroupe les chiffres de tous les fournisseurs de ces grands acteurs, dont nous sommes, puisque nous avons une activité grande surface de bricolage. Et vous voyez que la situation est négative depuis août 2023, avec toujours dans le négatif une légère remontée qu'on constate depuis maintenant 4 mois, en espérant qu'on puisse stabiliser, que ce marché puisse se stabiliser bientôt au bénéfice de nos filiales qui interviennent sur ce marché.
Patricia en parlera tout à l'heure. Et un regard aussi sur l'activité industrielle au travers de l'indice PMI des industries manufacturières en France. Et vous voyez que cet indice est inférieur à 50%, toujours, avec pas vraiment de signe de reprise actuellement. Ce qui veut dire que l'activité mois après mois est plus basse que l'activité du mois précédent. Et en Europe, nous constatons exactement la même chose, ou à peu près la même chose, avec une baisse de marché. Ce n'est pas directement impactant pour le groupe Thermador parce que nous sommes en Europe un acteur avec des parts de marché plutôt faibles, ce qui nous permet toujours de trouver le chemin de la croissance malgré ce contexte difficile. Patricia, tu nous parles des chiffres qui sont issus de ce contexte? Oui, donc je vais donc vous présenter le chiffre d'affaires par canal de distribution. Donc si on prend le canal grand public, donc cela regroupe deux entités au niveau du groupe qui sont Mecafer Doma qui acte sur le marché du gros outillage et donc Odrea qui intervient dans le domaine des pompes, la plomberie technique et la robinetterie sanitaire. Donc si on prend ces activités, nous sommes en recul de moins 15% par rapport à l'année dernière. Effectivement, il y a un effet prix, mais pas que prix. Donc nous pouvons, dans les éléments positifs, on va commencer par cela. Donc Mecafer Domac, c'est le premier trimestre, donc le troisième trimestre, où on voit afficher une croissance en pourcentage par rapport au troisième trimestre 2023. Donc ça, c'est un retour à la croissance. Donc c'est un élément que nous souhaitions souligner. Si on regarde la situation d'Odrea, elle est un peu différente puisqu'Odrea est active sur le marché de l'arrosage. Et comme notre filiale Jetly, elle se retrouve dans le canal professionnel, nous avons eu une absence de saison d'arrosage à la suite d'un printemps et d'un été relativement pluvieux, donc une absence de vente. Et cela a eu des répercussions sur le niveau d'activité pour cette filiale Odrea. Et pour rappel, l'activité grand public représente 18% de notre chiffre d'affaires consolidé. Donc, nous allons passer aux filiales qui actent sur le canal professionnel. Donc, si on fait le lien avec les indices marchés présentés par Guillaume, dans le canal professionnel, on va retrouver l'industrie, on va retrouver le bâtiment et on va retrouver également le logement neuf. Donc, on voit que les filiales dans le canal professionnel sont également en perte de vitesse sur le chiffre d'affaires puisqu'on est à moins 13,9%. Les éléments majeurs à mettre en évidence concerne Thermador et Isocel qui actent sur le marché de la rénovation énergétique. Et ces deux filiales qui ont apporté énormément de croissance sur les 3 dernières années sont en fait face à un marché plus atone avec une baisse en fait de leur chiffre d'affaires de 28 millions. Donc c'est en lien avec le mécanisme de financement de MaPrimeRénov', mais je pense que Guillaume en reparlera tout à l'heure. Donc, si on passe après sur le logement neuf, puisque ça c'est aussi des éléments qui vous ont été communiqués, le logement neuf, donc nous avons un recul sur le logement neuf et nos deux filiales qui sont impactées par cette activité sont PB Tube et Thermacome et qui sont également en retrait à fin septembre, mais tout comme nous l'avions constaté sur les 3 premiers trimestres, la tendance reste à une baisse du chiffre d'affaires. Ensuite, nous avons DPI, donc DPI qui également, elle, acte sur les travaux publics, dans le domaine des travaux publics, et qui en fait subit à la fois une baisse de volume, moins de chantiers, et également une baisse des prix. Parce que c'est une des filiales qui en fait est directement impactée par les baisses de prix des matières premières. Ce chiffre d'affaires, donc nous arrivons à un total de chiffre d'affaires de 390 millions. Et il faut noter que les deux activités additionnelles qui ont été rajoutées dans le groupe, qui sont donc Alto Metering, donc une filiale que nous avons, 3 sociétés que nous avons regroupées, que nous sommes en train de regrouper. Donc ça représente un chiffre d'affaires de 400 000 euros. Donc il faut rajouter à ce chiffre-là de 390 millions. Et nous avons également un fonds de commerce qui a été donc acquis par Sodeco, qui s'appelle Vena Contracta, qui est dans le domaine donc, de la robinetterie industrielle
Et donc là, ça nous rajoute un petit chiffre d'affaires de 35 000 euros. Voilà, donc ça explique le 14,1 et nous avons communiqué sur un 14,0% pour être précise. Je vais passer ensuite sur nos dernières actualités. Je vais vous reparler finalement de ce qui nous a apporté du chiffre d'affaires supplémentaire sur le troisième trimestre. Donc à fin juillet, nous avions communiqué sur la finalisation de l'acquisition de Compteur Énergie. Donc compteurenergie.com, donc c'est une société. Nous avons deux autres sociétés qui sont dans le même giron, qui sont OT-Métrique et MyMeter Info. Ces trois sociétés vont être regroupées et fusionnées à fin octobre dans une entité qui va s'appeler Alto Metering. Et si on voit derrière, je pense qu'à un moment donné, on voit le logo de Alto Metering qui apparaît. Donc c'est une société, pour rappel, qui apporte 2,4 millions de chiffre d'affaires en année pleine. Et 7 salariés. Donc ça, c'est une acquisition qui a été financée sur fonds propres à hauteur de 3 485 000. Donc ensuite, dans les autres actualités du mois d'août, nous avons eu l'acquisition par Sodeco. Donc Sodeco, notre filiale basée en Belgique, qui a acquis un fonds de commerce qui s'appelle Vena Contracta. Et ce fonds de commerce a été payé sur fonds propres, payé par notre filiale Sodeco. Donc on est dans le marché de la robinetterie industrielle. Le montant total est de l'ordre de 1 million. Ça a été payé sur le mois d'août. Et donc derrière, il y a une prise en main de ce fonds de commerce avec le gérant qui reste avec nous et qui nous accompagne pendant 2 ans. Donc là, ça représente des gammes de produits additionnels, des fournisseurs nouveaux et des clients potentiels à qui on va pouvoir vendre à la fois les produits portés par Vena Contracta, mais également les produits qui sont commercialisés par Sodeco Valves. Donc ça, c'est la deuxième actualité. La troisième actualité, toujours pendant le mois d'août, donc nous avions communiqué également sur notre intention de racheter des actions. Donc nous avons confié un mandat d'achat d'actions sur le marché, donc nos actions propres. Donc ce mandat a été confié, a démarré le 3 juillet avec un objectif d'acquérir 30 000 titres sur le marché. Donc c'est le CIC qui nous a accompagnés dans cette opération. Elle s'est déroulée sur juillet et août. Nous avions jusqu'à fin décembre pour acheter ces actions. Finalement, nous avons pu le faire sur 2 mois à un cours moyen de 77,8 €. Et donc cela nous a généré un paiement de 2,3 millions, une sortie de trésorerie de 2,3 millions, toujours sur fonds propres. Ces actions vont pouvoir en fait être utilisées avec 2 objectifs majeurs qui vont être la rémunération long terme pour nos salariés et le deuxième en lien avec des croissances externes potentielles où nous pourrions payer une partie du prix des titres d'acquisition avec des actions. Ce que nous avons déjà fait une fois dans le groupe, c'était au travers d'une augmentation de capital pour Mecafer en 2015. La dernière actualité concerne le 2 octobre, c'est une actualité, c'est plutôt récent, mais nous avons travaillé en fait sur ce pacte du trail pendant les mois de juillet et août. Donc ce pacte du trail est à mettre en lien avec le décès de notre fondateur, Guy Vincent, qui est décédé au mois d'avril 2024. Nous avons été contactés par ses enfants et petits-enfants avec l'objectif de constituer un pacte du trail. Donc l'objectif est pour que ce pacte du trail soit opérationnel et effectif, il fallait que nous réunissions plus de 20% des actions de Thermador Group, ce que nous avons pu réunir au sein de ce pacte. Il faut souligner notre actionnaire allemand, le Family Office de Rentrop, qui représente 9% de notre capital, a accepté de se joindre à nous au sein de ce pacte. Nous avons également les fondateurs, Hubert Fournier et puis Marc de Serres, et également des dirigeants et membres du comité exécutif. Donc l'engagement, il est important puisque c'est un engagement sur 2 ans à ne pas céder nos actions. Et donc c'est aussi une marque de confiance de la part de notre premier actionnaire allemand, puisque lui, étant allemand, n'a pas plus d'avantages
liées en fait à la fiscalité française. Je vais passer donc, je vais vous commenter notre structure financière. Donc habituellement, nous vous communiquons la valeur des stocks et le nombre de jours d'achat consommés. Cette fois-ci, nous avons voulu compléter notre communication financière en vous donnant des chiffres sur la trésorerie nette du groupe et le montant des dettes pour aussi donner des perspectives, parce qu'à fin juin, nous étions avec une position de trésorerie significative et donc c'était aussi pour montrer que nous maintenions cette trésorerie. Donc si on reprend la valeur des stocks, donc la valeur des stocks a baissé en valeur absolue. Donc nous sommes sur un montant de l'ordre de 175 millions de valeur des stocks. À fin juin, nous avions déjà une baisse de cette valeur. C'est le reflet de la baisse de nos prix d'achat, mais également c'est le reflet de baisse en fait, de nos achats en volume, puisque si nous rapportons cette valeur absolue au nombre de mois d'achats consommés, nous sommes sur un nombre de jours, puisque nous traduisons cela en jours, nous sommes sur 190 jours, versus un 195 jours à fin septembre 2023. Donc mécaniquement, nous gagnons 5 jours de stock. Donc si on prend l'effet sur la trésorerie, donc je vais continuer sur la diapositive, excusez-moi. Donc la trésorerie, donc 46,8, on est en stabilité par rapport à fin juin 2024. Donc ce qu'il faut noter, c'est que cette trésorerie, finalement, elle a quand même été impactée par les actualités, puisque d'un côté, on a une acquisition pour 3 485 000 pour compteur énergie, 1 million de trésorerie de sortie chez Sodeco pour l'acquisition du fonds de commerce, et nous avons payé pour 2,3 millions les actions que nous avons achetées sur le marché. Tout ça nous totalise un montant de 6,8 millions qui a été donc payé sur notre trésorerie, ce qui mécaniquement illustre le fait que via notre gestion de notre besoin en fonds de roulement, nous avons compensé cette sortie de cash par en fait un apport de trésorerie au travers de notre besoin en fonds de roulement. Et si on regarde nos dettes ressortent à 32,6 millions. Nous avons continué de rembourser nos dettes et en termes de le rapport entre la trésorerie nette et les dettes, nous restons à un montant stable par rapport au 30 juin 2024. Je vais passer maintenant sur donc la trésorerie, mais ça c'était aussi donc, cette diapositive met en exergue le fait qu'on a une amélioration de la situation de trésorerie qui a été notée par rapport à décembre 2023 et nous maintenons ce niveau de trésorerie élevé. À fin mars, on était à 45 millions, donc nous continuons de rester sur des niveaux élevés. Trésorerie qui est placée et nos filiales sont rémunérées sur leur trésorerie réelle, ce qui leur génère des intérêts financiers. Voilà. Donc la diapositive suivante montre les investissements, puisque comme on parle de trésorerie, effectivement, on a la partie besoin en fonds de roulement, mais également notre trésorerie nous aide à financer nos investissements. En début d'année, nous avions annoncé un montant de 9,3 millions que nous avons révisé à la baisse à fin juin, et à fin septembre, nous restons sur ces 7,3 millions. Et ce qu'il faut regarder, c'est que dans les 7,3 millions, il y avait le montant des 1 million que nous avons payé pour le fonds de commerce dans le cadre de notre activité en Belgique. Et le montant des 3,2 millions sur la partie immobilière est maintenu et ça générera des sorties de trésorerie plutôt sur le mois de novembre. Donc je pense que nous allons... Le sujet suivant, ça va être les perspectives, parce que je pense que compte tenu des indices marchés que nous avons commentés, nous sommes intéressés pour voir le mois à venir, les mois à venir. Alors essayons d'éclairer ce brouillard, parce que c'est quand même très compliqué aujourd'hui d'y voir clair. Pour autant, on va vous donner quelques indicateurs. Tournons-nous d'abord vers le passé. Sur cette diapositive, vous voyez la progression organique trimestrielle depuis maintenant quasiment 5 ans. Vous voyez que depuis le deuxième trimestre 2023, nous sommes en baisse, avec un paroxysme de la baisse au premier trimestre 2024.
Et depuis, le chiffre continue à baisser de manière organique, mais un peu moins tous les trimestres. Donc la situation s'améliore un petit peu, ça laisse la perspective de retrouver une croissance par rapport au trimestre de l'année précédente, mais il faut reconnaître que cette perspective s'éloigne, ou en tout cas s'est éloignée par rapport à ce que nous pensions en début d'année. Un mot sur MaPrimeRénov'. Vous savez, cette aide d'État qui permet à des particuliers de faire de la rénovation énergétique. Ça a été un booster extraordinaire pendant les années 2021 et 2022 pour le groupe, et tout particulièrement pour Thermador et Isocel. Et dès 2023 et maintenant en 2024, le marché s'est retourné puisque les règles ont changé début 2024. Ce qui nous a valu une forte perte de chiffre d'affaires chez Isocel et Thermador. Et aujourd'hui, nouveau gouvernement, bien évidemment, nous attendions de savoir ce qu'allait dire le Premier ministre et ses ministres au sujet de la rénovation énergétique. Le Premier ministre en a fait état lors de son discours de politique générale pour dire que c'était quand même, ça restait une priorité pour la France. Le ministre du Budget et la ministre du Logement ont dit qu'effectivement les budgets allaient être maintenus par rapport à 2024. Donc ça reste quand même pour l'instant assez imprécis. Toutefois, la ministre du Logement a indiqué que les opérations monogestes seraient prolongées et possibles en 2025. En quoi consiste une opération monogeste? Ça consiste à changer, par exemple, une vieille chaudière par une pompe à chaleur dans un logement, sans pour autant faire d'autres travaux, ce qui rend les choses plus simples à faire. Et ce qui favorise effectivement le marché de Thermador, qui est un spécialiste des équipements autour des pompes à chaleur, comme vous le savez, mais également pour Isocel. Donc, il ne faut pas s'attendre à des choses absolument extraordinaires en 2025. En revanche, la volonté politique de continuer à accompagner la rénovation énergétique nous donne de bonnes perspectives à très long terme, puisqu'il reste en France énormément de logements à rénover. Et quand je dis très long terme, je pense à une période de 15 ans où nous pourrions continuer à être un acteur significatif, à la fois sur les accessoires de pompe à chaleur, mais également sur les chauffe-eau solaires, par exemple. Le logement neuf, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la situation est très critique, puisque nous n'avions pas connu ça depuis... et encore, c'est une situation pire que celle que nous avons connue en 2008-2009, lors de cette crise financière. Et pour autant, on ne voit pas d'amélioration mois après mois. Alors, on a le sentiment d'être vraiment au plus bas et nous attendons les signes de la reprise et avec une grande incertitude sur la dynamique de cette reprise. Quoi qu'il advienne, l'impact positif pour le groupe se retarde sans doute deuxième partie d'année 2025, voire un petit peu plus tard encore, puisque nos sociétés les plus exposées, PB Tube et Thermacome, interviennent dans le second œuvre du bâtiment. J'ai souhaité quand même vous donner une tendance du mois d'octobre qui malheureusement reste difficile, challenging comme disent les Anglais. Donc pas de revirement sur le marché, particulièrement sur la rénovation énergétique pour le moment, au mois d'octobre. Ce qui nous laisse penser que cette situation risque de perdurer encore jusqu'à la fin de l'année. Le cycle de l'eau reste pour nous un marché prometteur. Prometteur parce que nous avons d'ores et déjà des équipements pour la récupération d'eau de pluie, par exemple. Mais prometteur également parce que les pouvoirs publics s'intéressent de plus en plus aux eaux grises, ces eaux qui ne sont pas potables mais qui sont suffisamment propres pour avoir d'autres usages, comme l'arrosage par exemple, l'alimentation des toilettes, l'alimentation de la machine à laver ou le remplissage d'une piscine. Ces eaux-là pourraient être économisées dans l'avenir et plusieurs filiales du groupe peuvent se positionner ou sont déjà positionnées sur ces marchés comme Jetly, DPI, canalisation plastique, Sferaco pour les vannes tout particulièrement dédiées au cycle de l'eau, mais également Aelo, spécialiste de la piscine et tout particulièrement des piscines qui sont peu consommatrices d'eau et d'électricité et qui peuvent, lors des orages d'été,
se transformer en véritable capteur d'eau, pour autant que vous ayez pris la peine d'installer une cuve de récupération d'eau à proximité de la piscine. Les tendances sur les prix pour l'année prochaine, nous estimons que les prix pourraient se stabiliser, voire augmenter légèrement. C'est les premières informations que nous avons de la part de nos fournisseurs. Mais attention, les matières premières bougent beaucoup et ces situations restent un petit peu instables. Donc c'est une estimation qui n'engage que moi. Nous avons quelques projets d'acquisition et notre structure financière nous le permet. 2 projets d'acquisition en Europe, dans des pays européens, et un projet en France, avec des chiffres d'affaires pour les sociétés avec lesquelles nous discutons, compris entre 12 millions et 30 millions d'euros. Un retour sur le parcours long terme que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises. Il est clair aujourd'hui que l'année 2024 va être une année de régression de chiffre d'affaires, une régression sans doute supérieure à 10%. Et je veux simplement rappeler que ce n'est pas une catastrophe compte tenu de l'avance prise sur notre objectif de développement durant les années post-Covid. Un regard sur le parcours boursier sur 10 ans, avec des chiffres réactualisés le 11 octobre, et vous voyez que le rendement global, dividende réinvesti, reste très confortable à 11,8% et très supérieur au CAC 40 dans les mêmes conditions à 9,7%. Voilà, nous avons terminé cette présentation et pour le moment, je suis très étonné de ne voir aucune question sur l'onglet questions. Alors peut-être qu'il y en a sur le chat. Mais... Je pense que c'est parce que c'est sur le chat. Quelles sont vos actions Ah oui, j'ai 2 questions sur le chat. Donc s'il vous plaît, essayez quand même de poser les questions sur l'onglet questions, ce sera plus simple pour nous. Alors, quelles sont vos actions pour accompagner ce contexte morose, certainement durable, et ses répercussions financières? Alors, je dirais que, vous le savez, le groupe Thermador est extrêmement décentralisé. Et ce que je peux simplement vous dire, c'est que toutes nos filiales sont mobilisées. Alors, certaines dans des situations extrêmement difficiles, avec des marchés extrêmement difficiles. Je pense à DPI, par exemple. Mais je peux vous garantir que ces sociétés sont mobilisées commercialement pour compenser au maximum ces difficultés temporaires. Alors ça, c'est sur le sujet commercial. Donc, pas de ralentissement de l'activité commerciale. Au contraire, il y a même certaines filiales qui continuent à renforcer leurs équipes pour éventuellement aller chercher des parts de marché dans un marché qui baisse. En ce qui concerne les finances, nos filiales sont particulièrement mobilisées pour la maîtrise du BFR. Alors, ça consiste en quoi dans une société de distribution? Bien maîtriser son stock, bien maîtriser ses règlements clients, bien maîtriser ses règlements fournisseurs. C'est des sujets sur lesquels nos filiales sont mobilisées et sur lesquels elles sont intéressées. Quand on dit bien maîtriser nos règlements fournisseurs, c'est respecter nos échéances auprès de nos fournisseurs. Parce que ça, c'est aussi important. On l'a vu dans des périodes tendues, difficiles de crise, que notre force aussi, elle est du fait d'un partenariat fort avec nos fournisseurs. Donc ça, on est très vigilant sur ces échéanciers. Alors la question qui suit est pour toi, Patricia. Utilisez-vous vos toitures pour produire de l'électricité photovoltaïque et sinon, envisagez-vous de le faire? Alors on a déjà commencé puisqu'on a donc notre filiale belge qui maintenant a des panneaux photovoltaïques qui lui permettent de couvrir à peu près 40% de sa consommation électrique. En France également, on a un site principal de 16 000 m² où nous avons installé des panneaux photovoltaïques. Et les autres solutions qui ont convaincu nos filiales, donc là maintenant on est au nombre de 2, donc c'est Sectoriel et PB Tube qui ont mis en place des trackers. Donc c'est plus en fait un pylône avec un tracker qui bouge en fait, qui suit les tendances du soleil. Une forme de tournesol photovoltaïque. Géant, un peu géant. Il faut un petit peu de place pour ça. Voilà. Et donc ça permet aussi de couvrir à peu près 40% des besoins. Donc ça, c'est déjà l'existant. Et après, on est sur des projets où on a inclus au moins 4 sites sur lesquels on a des toitures qui peuvent nous permettre d'accueillir soit des panneaux photovoltaïques, soit des trackers. Donc là, on regarde et c'est au niveau de la filiale qui est locataire du bâtiment
qui prend aussi sa décision par rapport à l'impact financier et la couverture de ses consommations. Donc ça, on va continuer de compléter notre parc. Aldo nous pose la question, les acquisitions que vous êtes en train de préparer, alors préparer, étudier, étudier, sont dans quel secteur d'activité? Alors ce sont des sociétés de distribution et je n'irai pas plus loin parce que je ne souhaite pas dévoiler quoi que ce soit à ce sujet, ça peut être considéré comme une information d'initié, donc soyons prudents. En revanche, je peux revenir sur notre posture théorique sur ces opérations éventuelles de croissance externe. Nous souhaiterions effectivement développer notre chiffre d'affaires en Europe parce que, et c'est tout particulièrement vrai aujourd'hui, notre exposition sur la France, au vu des investisseurs est trop forte. Et donc ça reste pour nous une priorité. Alors on prend toujours l'exemple de cette belle acquisition que nous avons faite en 2017 en Belgique avec cette très belle société Sodeco qui est maintenant parfaitement intégrée au groupe Thermador, bien qu'elle ait conservé sa personnalité. Cette société Sodeco, comme je l'ai dit tout à l'heure, est située en Belgique, bien intégrée, qui fonctionne maintenant extrêmement bien avec de bons résultats, même si les chiffres d'affaires est moins bon cette année, on sait qu'ils font du travail à très long terme et que c'est productif pour l'avenir. Xavier nous pose une question. Pensez-vous pouvoir utiliser les actions Thermador récemment acquises pour le financement des prochaines ou éventuelles croissances externes évoquées? Comme le disait Patricia, ça fait partie des deux leviers les plus probables. Donc une part de financement de sociétés acquises, si nous allons au bout de ces projets, ou éventuellement l'alimentation de projets pour des rémunérations à long terme des salariés du groupe ou des dirigeants. En fait, il faut regarder un peu aussi les acquisitions passées que nous avons menées. La plupart du temps, on garde en fait les managers qui sont en place ou le management qui est en place. Et pour nous, c'est important que les managers prennent des actions de Thermador Group. Donc, soit en fait, on les incite à en acheter sur le marché, soit quelque part, on peut passer par effectivement un paiement en actions. Donc ça, on regardera. C'est vrai qu'on le propose dans nos discussions. Là, maintenant, on le propose et on peut le proposer puisqu'on a ce volant d'action disponible. Elias nous pose la question suivante. Bonsoir, au vu de votre situation bilancielle très solide, ne serait-il pas pertinent de profiter, même modestement, d'un faible cours de bourse dans un contexte de bas de cycle pour racheter vos propres titres en vue de les annuler? Alors, c'est une pratique que l'on n'a jamais opérée et pour l'instant, on ne souhaite pas le faire. Alors, nous ne sommes pas Microsoft, nous ne sommes pas sur une montagne de cash et il est probable que nous ayons besoin de ce cash dans les mois et années qui viennent pour des projets de développement. Donc, effectivement, si nous avons fait des acquisitions de titres, c'est pour les deux usages qu'on a évoqués tout à l'heure. Et pour l'instant, il n'est pas question de faire de l'annulation de titres. Je rappelle aux investisseurs particuliers que le plus important pour eux, s'ils sont investisseurs à long terme, c'est de regarder leur rendement global, dividende réinvesti, et c'est ce qui compte avant tout. Avec 10% de réduction de CA, de chiffre d'affaires pour 2024, ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit que... Mais on a 14,0 pour l'instant, on a 14,1, donc... ce sera supérieur à 10% la réduction. Thermador résiste-t-elle mieux que ses concurrents? Alors, c'est quand même difficile à dire parce que nous avons beaucoup de concurrents dans le groupe Thermador. On va dire 18 filiales commerciales aujourd'hui, avec sur chacune de ces filiales entre 10 et 20 concurrents majeurs. Donc, je considère qu'effectivement, dans ces périodes, du fait de notre organisation décentralisée, de la mobilisation de nos équipes, du fait que nos équipes sont compétentes, stables, nous sommes plutôt en prise de part de marché. Et donc, ça répond à votre question dans le sens où on a tendance à baisser, mais moins vite que le marché ou nos concurrents. Et par contre, on peut quand même aussi souligner que nous ne notons pas des concurrents qui sont en difficulté. Donc ça, c'est aussi la question qu'on a eue. On n'a pas forcément de constat de
de difficultés particulières, que ce soit financières ou autres. Une question de Rémi. Le développement en France du PV, alors le PV, ce n'est pas le procès-verbal, hein, c'est le photovoltaïque, offre-t-il des perspectives pour Thermador, notamment dans la production d'eau chaude individuelle et dans celui des prestations connexes au photovoltaïque? Alors, dans le chauffe-eau individuel, nous parlons plutôt de chauffe-eau solaire, et là, ce ne sont pas des panneaux photovoltaïques, mais ce sont des panneaux thermiques. C'est un fluide caloporteur qui circule dans ces panneaux, très majoritairement. Et donc là, Thermador, dans les années 2021, 2023 et 2022 et 2023, a réellement pris une part de marché significative sur ces marchés. En ce qui concerne les panneaux photovoltaïques, nous sommes loin d'avoir une position forte sur le marché. En revanche, une belle progression de ces produits en vente grand public de la part de Mecafer cette année, et également une petite activité chez Thermador qui est plutôt en devenir. Alors vous avez raison, hein, c'est un secteur qui est en fort développement, mais qui peut être fortement aussi impacté par le prix de l'électricité, parce que le retour sur l'investissement dépend fortement du prix de l'électricité. Donc pas d'investissement majeur en 2025 sur ces marchés, sauf, on peut dire, chez Mecafer, où on travaille beaucoup le sujet sur des produits grand public. Alors quand on parle de panneaux photovoltaïques, il faut aussi s'intéresser au stockage. On développe actuellement chez Mecafer des solutions de stockage de manière à ce que l'électricité collectée pendant la journée puisse servir le soir quand on rentre chez soi. Donc après, il y a une question d'Aldo qui en fait nous demande de réagir par rapport à des investissements colossaux qui sont réalisés dans les canalisations pour réduire les fuites et le lien avec la faiblesse des ventes de DPI. Alors, désolé Aldo d'aller dans le sens inverse de cette affirmation. Malheureusement, en France, les investissements ne sont pas colossaux. Ils devraient être colossaux si on voulait effectivement étancher toutes les canalisations françaises. Mais là où on devrait effectivement investir des milliards, pour l'instant, les investissements sont réduits à quelques centaines de millions, ce qui n'est absolument pas suffisant pour faire ces travaux-là. Ce qui coûte cher dans la rénovation de canalisation, ce n'est pas tellement la canalisation plastique, mais c'est surtout la main-d'œuvre, parce que ça mobilise énormément de main-d'œuvre, mais également de machines. Hein. Vous imaginez, il faut creuser les tranchées, changer les canalisations, et tout ça, c'est extrêmement coûteux. Et c'est vrai que les perspectives budgétaires actuelles en France nous laissent pas vraiment beaucoup d'espoir de voir ce marché décoller tel qu'on devrait le faire pour économiser l'eau potable. Il y a une autre question, mais qui est en fait du côté de chat. C'est une question de Claude. Pour l'eau, avez-vous des contacts avec Veolia et la partie de Suez rachetée par Veolia en matériaux? Donc on a une de nos filiales de mémoire qui est en contact avec Veolia et qui initie en fait un volant d'affaires, donc qui est Sferaco, c'est une des filiales qui a la particularité d'être à la fois dans la partie bâtiment, industrie et dans l'eau. Et ils ont développé depuis une dizaine d'années maintenant, peut-être un peu plus, des produits qui sont en lien avec le traitement de l'eau. Et donc Veolia, ça fait partie des cibles potentielles ou clients potentiels. Oui, alors ce département cycle de l'eau chez Sferaco se développe. Hein, ça fait partie des activités dans le groupe qui se développent parce que nous sommes actuellement un petit acteur, il faut le reconnaître. En revanche, on a par exemple un bon courant d'affaires avec la SOR et on travaille, il y a une petite équipe spécialisée chez Sferaco qui travaille sur ces sujets pour progresser. Alain nous demande si nous sommes l'un et l'autre signataires du récent pacte du Treil. Oui. Alors si vous relisez le communiqué de presse, vous voyez également le nombre de titres que j'ai pu mettre dans ce pacte du Treil. Ça consiste à mettre tous mes titres. Hein. Alors je l'ai fait surtout pour rendre service à la famille de Guy Vincent. Moi je n'ai pas du tout d'intention autre que ça, rendre service. Et Patricia a également participé dans le pacte du Treil sur une part extrêmement importante des actions qu'elle possède. Donc c'était à hauteur de 50%. Et après, ce qu'il faut signaler, c'est que par rapport en fait, à Guillaume, pour que le pacte du Treil soit en fait, effectif, il fallait que le dirigeant de Thermador Group soit signataire du pacte. Donc c'est aussi, juridiquement parlant, c'était une nécessité.
Alors pour moi, ce n'était pas très compliqué parce que comme je n'avais absolument pas l'intention de vendre mes titres dans les 2 prochaines années, ça ne change rien pour moi, si ce n'est quelques petits tracas juridiques et quelques petites signatures. Mais franchement, ça en valait la peine. Pourquoi est-ce qu'on a vraiment adhéré à ce projet? C'est que ça nous permet de conserver au capital du groupe un actionnariat familial sentimentalement attaché au groupe. Et pour nous, c'est toujours très émouvant, très touchant d'avoir, lors de l'Assemblée générale, les représentants des 5 fondateurs, bon, 3 fondateurs en chair et en os, et leurs familles des 2 autres fondateurs. C'est toujours pour nous un message important, pour nous, pour eux et pour les salariés. Donc on a Claude qui nous dit que la projection des photos est vraiment très bien. Donc ça, je pense qu'on peut féliciter l'équipe d'Opaline puisque c'est les photos qui défilent derrière. Donc voilà, donc ça nous permet aussi de montrer le travail de nos équipes au quotidien. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer tout le panel possible de nos filiales, ce qui est important. Je pense qu'il y a une question qui vient d'arriver. J'ai une question concernant la possibilité qu'on aurait d'influencer les pouvoirs publics pour plus de visibilité sur MaPrimeRénov'. Alors, nous ne sommes pas en direct un membre d'associations qui vont dans ce sens-là, mais très sincèrement, je pense que notre cher Premier ministre a aujourd'hui peut-être 400, 500 ou 600 lettres sur son bureau réclamant que dans chacune de ces lettres, qu'on s'occupe d'un sujet particulier. Ça doit être une période particulièrement difficile pour le Premier ministre et ses ministres. Encore une fois, je pense que le plus important pour le groupe Thermador, c'est de se tenir prêt, d'être flexible, d'être réactif, d'être attentif. Et c'est ça plutôt notre force, plutôt qu'une force de lobbying, parce que nous restons tout de même une société de taille relativement modeste. Alors, un de nos grands clients a de l'influence sur les pouvoirs publics. Je peux citer son nom, parce qu'effectivement, c'est un client que nous avons au travers de plusieurs de ses filiales, comme CDO, la PUM. Et effectivement, cette grande société cotée a une influence sur les pouvoirs publics, et particulièrement dans l'isolation et la rénovation des enveloppes. Mais ce n'est pas notre cas. Alors, est-ce que nous retrouvons des questions? Non, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Est-ce que tu as des questions sur le webinaire en anglais? Je suis allée voir du côté anglais et je n'ai pas de questions. Il est probable que nos investisseurs étrangers aient un petit décalage. Il y a un décalage horaire, oui, je pense, oui, tout à fait. Alors, j'en profite pour vous dire que ça va dans le sens des questions qui ont été posées concernant le pacte d'actionnaires. Cet été, on a eu l'occasion, quand je dis on, c'est les salariés du groupe et les dirigeants du groupe, de racheter les titres sur le marché, ce que nous n'avons pas manqué de faire à notre échelle, puisque je vous rappelle que nous avons 2 fenêtres positives, donc 2 fenêtres possibles pour acheter des titres après les publications de résultats. Ça montre, je pense, l'engagement des dirigeants, des salariés dans le groupe Thermador, même dans les périodes difficiles, puisque nous savons que nous sommes une société bâtie pour travailler à long terme. Nous avons un commentaire de la part de Régis sur la qualité de nos stands et notre visibilité au salon Batimat. Effectivement, nos filiales ont été présentes au salon Batimat. Donc c'était il y a 2 semaines de cela. Donc on avait un certain nombre de filiales et on a pu partager un salon qui soit représentatif de tous les actifs, d'un certain nombre d'activités liées au bâtiment. Je pense qu'il y avait également, il n'y avait pas que Batimat, puisqu'on avait nos activités qui étaient dans le domaine du grand public qui étaient aussi présentes, Mecafer, Domac et puis Audrea. Donc c'était un rendez-vous important pour nous. Il y a eu beaucoup de visiteurs et ça montre, c'est du contact commercial et c'est aussi, on parlait des efforts qu'on fait parce qu'effectivement le chiffre d'affaires est en baisse, mais nos équipes commerciales continuent d'être motivées, d'être en contact avec les clients pour être prêts pour une reprise de l'activité.
Oui, alors ces remarques vont particulièrement toucher les salariés qui se sont beaucoup investis pendant ce salon parce que c'est des journées qui sont très longues, qui sont souvent suivies de soirées relativement longues pour continuer à garder contact avec les clients qui sont présents sur ces événements, Batimat, mais également Interclimat. Donc merci à nos équipes, celles qui ont beaucoup œuvré pour que ces stands soient de bonne qualité et pour que le contact commercial soit très bon à cette occasion. Il est 18h45, nous n'avons plus à... Ah oui, oui, alors Adrien, il a raison. Donc, il nous dit, en fait, il nous rappelle, mais ça, vous l'avez lu dans la lettre aux actionnaires, que nous serons présents le 26 novembre à Paris, donc au Carrousel du Louvre, à l'occasion du salon Investir Day. Donc, pour les actionnaires qui sont parisiens ou qui ne sont pas très loin de Paris, voilà, nous avons une journée où nous serons présents sur ce salon avec Guillaume, moi-même, Adrien qui est derrière la caméra, d'autres personnes, notamment Caroline Ménien qui est donc administratrice et qui représente les actionnaires individuels. Donc voilà, donc c'est un événement important puisque nous avions le salon actionnariat qui maintenant a définitivement disparu. Et ça nous permet effectivement de reprendre contact avec un certain nombre d'actionnaires et de répondre à ceux qui ont envie de nous voir et potentiellement à des actionnaires qui ont envie de nous rejoindre. Donc voilà, nous serons présents. Alors, ce sera suivi d'une soirée animée par Nextwise. Alors, Nextwise, c'est une start-up qui travaille pour continuer, enfin en tout cas aider à faire monter en compétence les jeunes sur les questions financières et maintenant extra-financières au travers d'un jeu. Le groupe Thermador est partenaire de Nextwise. Et donc, s'il y a des jeunes autour de ce webinaire, je les invite également à venir participer à cette soirée ou éventuellement télécharger l'appli Nextwise pour jouer à l'investisseur, au gérant. Vous verrez, c'est extrêmement bien fait, c'est un outil pédagogique tout à fait extraordinaire. Mais je pense que Elias qui nous a posé une question n'en faisait pas partie de cet événement l'année dernière. C'est possible. Oui, je pense. Bien, écoutez, nous n'allons pas rester en ligne pour le plaisir de le faire. Si nous n'avons plus de questions, nous allons vous saluer en vous remerciant pour votre présence. Vous étiez quasiment 90 personnes autour de ce webinaire. Merci beaucoup, merci pour votre fidélité, merci pour votre patience. Je pense que nous aurons des trimestres meilleurs que celui-là. Il faut se montrer résilient et patient. Merci et bonne soirée. Merci, bonne soirée à tous et à toutes.